01 Business Forum, l'hebdo, le débat. On est ensemble pour parler de l'intelligence artificielle dans l'école, dans l'enseignement, avec nos invités. Marc Grassin, philosophe, chercheur et enseignant à l'Institut catholique de Paris. Bonjour. Bonjour. Marc, merci d'être avec nous. Et Guillaume Leboucher, qui est entrepreneur, fondateur d'Open Value et créateur de l'association l'IA pour l'école. Bonjour. Bonjour. Guillaume, merci d'être avec nous. Alors, votre start-up, c'est pour faire la détection d'anomalies. On va voir d'ailleurs, si vous pouvez vous intégrer dans tout ça autour de l'intelligence artificielle à l'école et justement comment l'intelligence artificielle peut transformer l'école, peut transformer l'éducation. On est passé de l'informatique à la société numérique. C'est pas à vous que l'on va apprendre tout ça. L'outil informatique aujourd'hui, l'informatique doit être autre chose qu'un outil dans l'école. Alors moi j'ai une première question qui est un peu plus générale, Marc Grassin. Lorsqu'on parle de le numérique à l'école, l'informatique à l'école, on est toujours à se poser les mêmes questions. C'est quel type d'équipement, est-ce que les profs, ça peut être un frein, les enseignements sont pas prêts. Et ça fait 10 ans qu'on en parle. Comment ça se fait? Quelle est votre analyse autour de ça? Et donc pourquoi on se pose toujours les mêmes questions? C'est ça, oui, c'est fond, ça. Mais parce que c'est toujours pareil. C'est-à-dire quand il y a l'innovation, en fait, ce qui a été stabilisé jusqu'à présent, les manières de faire, les manières de penser, les manières d'être, au fond, sont elles aussi déstabilisées. Et que pour pouvoir intégrer de nouveaux comportements, c'est-à-dire implémenter l'innovation et ce qui est transformé, il faut du temps d'adaptation. Ça s'appelle au fond la fabrication d'une culture partagée, de ce qui est du coup les nouvelles manières d'être et nouvelles manières de faire. Et donc assez naturellement, il faut du temps, peut-être, et on aura encore les mêmes questions sans doute pendant longtemps, sans doute traitées un peu différemment parce que progressivement, le traitement des questions fait que ça s'ajuste. Oui, parce que le monde de l'éducation n'est pas stupide non plus. Il voit l'évolution de la société et il voit qu'il faut avancer quand même. Oui, et la technologie, du coup, fait avancer les comportements et donc les questions se déplacent progressivement. Mais il y a une lenteur nécessairement constitutive de l'intégration de l'innovation. C'est pas propre simplement pour la question numérique, c'est propre au fond dans toute l'évolution de nos sociétés. C'est toujours comme ça. Il y a un temps de décalage entre les inputs technologique et ce que ça vient transformer. Et puis, on pourrait dire la réaction de construction apaisée de cette innovation. Ça prend du temps. On y reviendra sans doute pendant longtemps. Et puis, c'est pas uniquement dans l'éducation, c'est pas uniquement dans la fonction publique, c'est dans les entreprises, c'est partout. Aujourd'hui, est-ce que c'est pas aussi parce qu'on a trop considéré l'informatique, le numérique comme un outil? Alors qu'aujourd'hui, on le voit tous, c'est notre vie, c'est nos applications, c'est notre façon de consommer des écrans, c'est notre façon de faire du commerce, bientôt de se transporter avec les véhicules autonomes. Oui, ça, je pense que vous avez raison. C'est-à-dire que avant, on pouvait dire, quand c'est un outil, on arrive à trouver assez facilement. Là, il y a une intimisation croissante du numérique dans nos existences. Donc, il y a des bouleversements, effectivement, extrêmement forts, des bouleversements sur la représentation des valeurs, d'abord. Est-ce que les valeurs sont pas affectées par ça? Donc c'est lourd, on pourrait dire d'une certaine manière. Et puis il y a des transformations, on pourrait dire des fondements un peu anthropologiques qui font nos existences. Le rapport au temps, le rapport à l'espace, le rapport à la parole, la relation. Et donc là aussi, il y a quelque chose de l'ordre de la nouveauté. On n'est pas simplement dans l'intégration d'un outil comme on pouvait intégrer la machine d'il y a 50 ans. C'est un peu différent. Et puis j'imagine, Guillaume Leboucher, je rappelle, vous êtes créateur de l'association l'IA pour l'école. Ça a aussi des risques, on voit ce côté angélique, faut tous aller vers le numérique, mais l'addiction aux écrans, le rôle des fausses informations qu'on peut diffuser à des plus jeunes, donc qu'ils comprennent qu'ils aient un peu cet esprit d'analyse. Les différences d'enseignement aussi, s'il y a des établissements qui vont plus vite que d'autres, il peut y avoir une disparité. Je parle même pas rural, urbain, mais entre des régions, entre même des profs eux-mêmes dans une même école. Et puis des technologies qui sont souvent américaines, donc là aussi il faut se méfier. Donc ça peut jouer. Alors, effectivement, ça engendre beaucoup de débats. Oui. Beaucoup de débats sur effectivement l'inclusion. Est-ce qu'on va faire de l'intelligence artificielle un outil inclusif pour tous? Aujourd'hui, alors nous, quand on a créé l'association, c'était une bonne surprise parce que on a travaillé à la fois avec beaucoup d'établissements publics très connus à Paris, mais aussi en banlieue, et on a reçu un très bon accueil des profs. Et la question qui se posait, c'est effectivement quels moyens, quelle technologie, quelles limites, quelle éthique
Aujourd'hui, on ne sait pas trop comment se positionnent certains éditeurs face à ce monde-là. Et c'est pour ça aussi que dans notre association, on a voulu poser ce type de questions. Alors quand on parle de l'IA, l'intelligence artificielle à l'école, c'est quoi? On va chercher quoi en premier? De personnaliser, récolter des datas, mais personnaliser davantage les parcours des élèves. Comment ça se passe? C'est quoi les 2-3 points sur La première finalité, c'est de faire en sorte que l'IA puisse aider les professeurs à mieux accompagner les enfants. Donc en anglais, on appelle ça l'adaptative learning, l'apprentissage adapté. Et les data, l'apprentissage des data va permettre de faire des parcours plus individualisés. Par exemple, dans un cours d'anglais, faire en sorte que ceux qui sont très forts puissent aller progresser encore plus vite, ou ceux qui sont moins forts soient mieux accompagnés par le professeur. En même temps, c'est de faire en sorte que la place du professeur soit toujours centrale et au cœur de l'éducation et l'enseignement. Ça c'est une crainte, Marc Grassin, des profs. On parle beaucoup d'ubérisation, on va pas parler d'ubérisation des profs, quoique, parce qu'on pourrait automatiser les évaluations, pour automatiser. Est-ce qu'il y a une crainte des profs, vous qui les connaissez bien, d'être tout d'un coup mis en retrait par rapport à l'intégration de ces technologies? Il y a une crainte, c'est-à-dire il y a tout d'un coup une sorte de rivalité d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que historiquement, l'enseignant, le professeur, c'est celui qui est le dépositaire du savoir. Voilà, et de la méthode pour pouvoir apprendre le savoir. Donc tout d'un coup, on a un outil en quelque sorte qui est extrêmement performant et qui va permettre d'aller au fond sur le rêve de ce qu'est le rêve des enseignants, c'est-à-dire de pouvoir personnaliser un apprentissage pour un élève donné. L'IA va sans doute permettre de le faire. On pourrait dire peut-être presque un peu mieux que l'enseignant, parce que l'enseignant, il est face Il est face à dans le primaire et secondaire, il est face à 30, 40 élèves. Donc il est au fond dans un apprentissage de masse, d'une certaine manière. Donc il y a une peur au fond d'être disqualifié. C'est évidemment pas vrai. C'est-à-dire que l'IA va ouvrir de nouvelles possibilités et en fait peut laisser des marges de manœuvre supplémentaires pour la relation. Donc il se passe quelque chose qui est très important aujourd'hui, c'est que ça redéfinit la posture de l'enseignant. Ça redéfinit la posture de la relation. Et au fond, au-delà de la peur légitime, à tort ou à raison, mais elle est légitime si elle est là, ça permet en fait c'est une vraie opportunité. Alors, c'est ce qu'on voit dans les autres métiers finalement, parce qu'un téléopérateur peut se dire, dans l'assurance, dans la banque, dans n'importe quel domaine de l'économie, il peut se dire, oula, si l'intelligence artificielle, c'est un robot qui va me remplacer. Oui, c'est un robot qui va le remplacer peut-être pour les 2 premiers appels. Dès que ça va devenir plus complexe, je pense à l'assurance, le litige, le dommage est plus, l'humain va arriver, mais il aura eu son travail facilité par le filtrage qu'aura fait l'intelligence artificielle. C'est un peu le même schéma. Oui, c'est la même chose, le même schéma sur la relation digitale dans le monde de l'entreprise. C'est-à-dire que, au fond, ça facilite l'existence du travail, et en même temps, lorsqu'il y a besoin de l'humain au cœur des tensions ou des difficultés qui sont rencontrées, l'humain est d'autant plus disponible. Alors, c'est pas mécanique, ça veut dire qu'il va falloir travailler. Il faut que, à la fois les entreprises qui mettent à disposition, à la fois les autorités publiques et à la fois le monde de l'enseignement arrivent à trouver les bons niveaux d'ajustement au fond, parce que on est dans une phase de transition. C'est nouveau, c'est déjà là, mais c'est nouveau. Et donc, il faut inventer les nouvelles formes ajustées, du bon équilibre entre le bon usage de l'outil, au sens où on l'avait dit tout à l'heure, et puis du bon usage de la part humaine absolument nécessaire, en particulier dans le domaine dont on est en train de parler, c'est-à-dire apprendre, c'est d'abord apprendre avec d'autres et par d'autres, et ça, c'est irréductible, et ça va demeurer de toute façon. Guillaume Le Boucher, c'est sur quoi vous travaillez avec l'association l'IA pour l'école, justement qui est plus de partage, qui est plus, et puis ce côté de démystifier un peu l'intelligence artificielle au sein de l'école. Exactement, démystifier, relier. Le but de notre association, c'est de permettre à des experts de l'IA d'aller vers des éducateurs et leur dire que il faut pas voir l'IA comme une peur. C'est vrai que parfois il y a une vision un peu anxiogène, soit sur la suppression des emplois, soit se dire que... puis on laisse la parole à beaucoup de personnes. Alors beaucoup de gens font des théories, il y en a qui s'amendent. Récemment, j'entendais certains, notamment le docteur Alexandre, qui disait que finalement l'Europe avait quelques atouts plus positifs qu'on le disait, donc ça va dans le bon sens. Donc notre vocation effectivement c'est d'apprendre à relier et de montrer toute la créativité qu'on peut avoir. Nous on a créé un petit robot qui s'appelle Nota Bene, donc c'est encore un prototype, mais le but c'est de voir comment on peut enregistrer un cours
sous forme de volontariat pour le professeur, et en même temps comment l'IA pourrait synthétiser ces informations et le soir envoyer un compte rendu aux parents. On essaye de créer un MOOC qu'on va mettre en ligne à partir du mois d'avril, et ce MOOC sera destiné aux éducateurs pour leur dire voilà, vous voulez connaître le monde de l'IA, vous n'avez pas forcément beaucoup de temps, mais ça sera gratuit, ça sera en ligne, et on va essayer de faire parler des experts. Alors on espère dans un vocabulaire simple, mais pour leur montrer que l'IA c'est à la fois des données, des mathématiques, et c'est finalement un enseignement comme un autre. Et alors justement, c'est ça, il faut avancer, parce qu'on dit toujours qu'il faut apprendre aux enfants à coder. Moi, je suis pour, évidemment, apprendre aux enfants à coder, mais je trouve que derrière le codage, il y a tout. Il y a le numérique, vous parliez d'éthique tout à l'heure, il y a tout ça qu'il faut leur enseigner. Voilà, c'est une matière, mais plein de sous-matières en dessous. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas simplement une technologie, c'est aussi notre quotidien. Moi, j'explique souvent l'histoire d'un enfant, il y a 30 ans, il regardait la télévision, il était passif. Aujourd'hui, il regarde YouTube. Qu'est-ce que ça veut dire dans son apprentissage, dans son espace de réflexion, dans son autonomie, j'allais dire, intellectuelle. Et c'est aussi ça qu'on essaye de montrer. À la fois que les outils peuvent aller très très loin. Les GAFA sont allés très très loin aujourd'hui dans l'éducation. En même temps, comment on garde cet espace de liberté, de construction personnelle. Marc Grassin, autour de justement ces valeurs qu'il faut conserver, de l'éthique. Enfin, je reprends la même question que je posais à Guillaume Le Boucher. Oui, enseigner le code, c'est bien, mais ça doit s'accompagner aussi d'enseigner. Pourquoi pas l'histoire de l'informatique aussi, pour dire comment on est arrivé là, enseigner l'histoire d'éthique. On parle beaucoup des fake news en ce moment, c'est l'esprit d'analyse, de dire attention, tout ce qui est sur Internet, apprenez à recouper, revérifier. Oui, c'est pas simplement apprendre de la technique, l'école a une fonction quand même, elle a une fonction de permettre à la jeune génération de trouver sa place dans la société, et pas simplement de la trouver, mais aussi de faire la société de demain. Bon, donc ça peut pas faire l'économie de la question du comportement. Donc, à partir du moment où effectivement l'IA rentre à l'école et rentre dans nos vies, au fond, il va falloir pouvoir faire en sorte que l'IA construise ce qu'est le but de l'école, c'est-à-dire construire des citoyens, une cohésion sociale, articulée sur un certain nombre de valeurs dont, faut-il rappeler, liberté, égalité, fraternité, c'est-à-dire à la fois que les futurs hommes et femmes de nos sociétés soient effectivement dépositaires d'une liberté, c'est-à-dire qu'ils peuvent décider au fond de leur propre avenir, égalité, que ça n'accentue pas de la segmentation ou de la fragmentation sociale, et puis fraternité, c'est-à-dire est-ce que effectivement ça va favoriser des logiques de solidarité et de cohésion sociale, ou est-ce que ça va accentuer au fond la fragmentation. Donc ça veut dire que si on n'accompagne pas effectivement on pourrait dire d'une formation humaine à l'usage et au comportement, on risque fort évidemment de rater l'enjeu de ce que pourrait être le bénéfice de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Guillaume Le Boucher. Et effectivement, pour aller dans ce sens, le 21e siècle, et je reprends une expression qu'emploie souvent Aurélie Jean, qui est une jeune chercheuse au MIT qui est revenue en France, et qui dit que le 21e siècle, ça sera la société d'apprendre pour apprendre. Et là, une autre expression d'un de nos grands chercheurs, Joël de Renet, dit que on a un petit peu tort de parler d'intelligence artificielle. Pourquoi on ne parle pas d'intelligence auxiliaire ou augmenter. Moi, j'aime bien dire augmenter. Ou augmenter, voilà. Et faire en sorte que, à la fois, c'est un outil, c'est plus que ça, une façon de vivre. Néanmoins, on laisse l'humain au cœur de ça. Il faut transformer les lieux d'apprentissage, du coup, Marc Grassin, la classe un peu traditionnelle, alors qu'elle soit en U, qu'elle soit en randonnion, tout ça, il faut oublier un peu ça, il faut... sans doute, il faut adapter, je ne sais pas sous quel format, c'est-à-dire que ça ouvre des espaces nouveaux d'innovation dans les relations et dans l'espace aussi. Peut-être qu'au fond, avec l'IA, l'école rentre aussi à domicile d'une autre manière. C'est pas innocent, c'est-à-dire que si effectivement avec de l'intelligence artificielle sur une tablette, on pourrait dire que voilà, l'école sort de sa zone de classe, on pourrait dire. Elle rentre à domicile, et puis c'est-à-dire, tout d'un coup, il y a une nouvelle interaction qui est en train de se jouer, et donc le format spatial, il s'étend, il est inventé. On peut avoir des chatbots, pourquoi pas, dans ce domaine. Dans ce cadre-là, moi, il y a une question que j'aime bien poser aux professeurs, alors qui n'est pas facile, qui est un petit peu polémique, qui est de dire, est-ce qu'on sait mesurer ce qu'on apprend en classe
ou ce qu'on apprend sur les écrans et à l'extérieur. Et aujourd'hui, alors c'est un sujet, c'est pas encore mesurable, néanmoins, la question est intéressante parce que quand je la pose à des professeurs, ils me disent, mais effectivement, au début, c'est un petit peu provoquant, mais quelque part, comment on va renforcer notre rôle dans la relation, dans l'apprentissage, et comment on va s'appuyer pour bien comprendre ce qui se passe à l'extérieur. Oui, c'est pour ça que c'était intéressant le débat, là, faut-il supprimer les smartphones en cours ou pas, parce qu'il y a... Oui, alors il y a un certain respect d'usage et tout ça. Voilà, je dirais c'est plus de l'éducation classique que de l'éducation numérique. Mais voilà, c'est pas aussi simple hein, de décider de supprimer comme ça les smartphones. Non, c'est pas simple parce que ça a des avantages et des inconvénients. Alors peut-être il y a des classes d'âge différentes parce que la maturité de l'usage d'un outil est différent. Moi, j'enseigne dans le supérieur. Hein, les étudiants, ils ont leur smartphone. En permanence, ça a un avantage et un inconvénient, c'est que pendant le cours, ils sont en même temps sur Facebook et donc ils suivent pas le cours, et en même temps, ils sont extrêmement réactifs sur l'information qui est délivrée dans le cours, et donc ils vont chercher de l'information en direct. Donc voilà, pour cette population, c'est évidemment important. Pour la jeune classe d'âge, peut-être que supprimer, laisser des temps de pause hors numérique est une manière de maturer aussi, et de ne pas perdre de vue que l'essentiel quand même de notre condition humaine, c'est l'interface relationnelle en direct avec des hommes et des femmes. Guillaume Le Boucher. Nous, ce qui nous surprend régulièrement dans l'association... Donc de l'association, l'IA c'est que quand on va voir les professeurs, on sent une véritable appétence. Tout le monde dit, oui, l'éducation, ça bouge pas, rien ne se fait. En fait, on se rend compte qu'il y a plein d'initiatives. C'est pour ça qu'on essaie aussi de les fédérer. Et que les professeurs, notamment dans les petites écoles, nous disent... finalement, quand on voit des sujets comme la dyspraxie, la détection de certains petits handicaps, on se dit pourquoi pas la technologie pourrait peut-être pas rentrer plus tôt. Et si on était plus accompagné pour faire ça, comment on pourrait encore mieux parler au plus grand nombre. Vous parliez tout à l'heure du parcours personnalisé. On le voit, on a tous connu ça dans les cours. Certains élèves qui captent beaucoup plus vite et qui du coup s'ennuient un peu. Ça peut même être contre-productif. Et puis d'autres qui rament. Et c'est vrai que si on peut repérer ça plus facilement. Alléger la tâche des profs aussi. Le rôle du gouvernement, enfin de l'État, de l'administration, Guillaume Boucher, vous le voyez comment ? On a moteur évidemment, on a la chance d'avoir un très beau partenariat avec l'Institut de France qui va abriter notre association. Et le 13 décembre dernier, on a organisé les premières assises de l'IA pour l'école devant 250 membres du corps professoral. Et on a eu la joie d'avoir le ministre de l'Éducation qui est venu. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'on a aujourd'hui un ministre qui connaît le sujet, qui s'intéresse, qui veut venir. Effectivement, alors quand on regarde par rapport aux moyens américains ou chinois, on n'est pas encore dans la même division. Néanmoins, il y a beaucoup d'atouts. Atouts du niveau des chercheurs, atouts de l'image de la France. Quand on va dans la vallée, il y a beaucoup de Français qui laissent une très bonne image dans le monde de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de se dire qu'on n'a peut-être pas pris le meilleur départ. Néanmoins, on peut vite revenir dans la course. C'est votre regard aussi, Marc-Garcin ? Oui, moi je pense que la responsabilité de l'État, c'est d'accompagner l'expérimentation, d'abord, d'une part. Deuxièmement, c'est d'évaluer, parce que voilà, et d'être pragmatique sur la question, comme toute innovation, voilà, de l'ajustement et d'une organisation confiante dans les différents acteurs, et c'est ça qui va être déterminant. Hein. S'il y a de la méfiance, alors on n'arrive pas à construire. Quand je vous écoute, on reçoit ici des entrepreneurs ou des chief digital officers de grandes entreprises. Ils sont exactement dans cette même logique, dans cette même posture avec les collaborateurs. Il y a ceux qui vont plus vite, il y a ceux qui vont moins vite, mais il faut expliquer. Oui. C'est un peu ça Oui, il faut expliquer ce qui se joue, ce qu'est la transformation, les intérêts positifs et déminer, si vous me permettez cette expression, déminer les peurs des différents acteurs pour différentes raisons d'ailleurs du coup. C'est sûr qu'il y aura plusieurs niveaux d'intelligence artificielle. Tout le monde ne deviendra pas data scientist et du jour au lendemain va découvrir le nouvel algorithme. En revanche, il y a tout un écosystème à créer, notamment autour du professeur, pour dire c'est d'abord des mathématiques, c'est d'abord des choses qui s'apprennent, qui se testent, peut-être arriver à un enseignement plus concret. Vous parliez tout à l'heure de l'apprentissage du codage. Il y a une belle société que j'aime bien qui s'appelle Magic Makers qui apprend à coder. Magic Makers. Et ils apprennent la voiture autonome, la voiture miniature autonome. Et tout ça derrière, c'est que des maths. Oui, c'est comme les jouets. Il y a Mécano maintenant, on fait des petits robots, on peut programmer autour de ça. Bien, messieurs, merci Marc Grassin, philosophe, chercheur, enseignant à l'Institut catholique de Paris, et Guillaume Le Boucher, donc
à la ville, fondateur de Open Value, et à la Seine, créateur de l'association L'IA pour l'école. Merci messieurs de nous avoir apporté votre éclairage.